Salut, aujourd'hui on est au Palais Vivienne avec ma co-autrice Justine. On a réussi à avoir quelqu'un qu'il est très difficile d'interviewer. C'est un concierge pour ultra riche. On va lui poser des questions sur son métier. Il va nous raconter plusieurs anecdotes sur ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est fantasmé. Bref, il nous rejoint dans quelques minutes. Bonjour Simon, donc je me présente, je suis Pierre de la société Monsieur Pierre & Co. C'est une conciergerie privée de luxe que j'ai montée il y a aujourd'hui 7 ans. Donc on offre des services prestigieux dans le monde pour une clientèle très prestigieuse également, très VIP, donc que ce soit des célébrités, des personnes fortunées, ou notamment certaines personnes qui sont aussi dans le top Forbes. Aujourd'hui Simon, je vais partager avec toi quelques histoires, quelques anecdotes. Mais pour des raisons de confidentialité et de professionnalisme, on restera assez soft. J'aimerais bien ne pas me faire enterrer 6 pieds sous terre. Ok, je pense que le mieux c'est que tu nous racontes direct un exemple d'une histoire qui t'est arrivée, histoire que ça nous mette dans le bain. J'aurai des questions pour toi ensuite, mais on va commencer avec ton anecdote la plus ancienne. C'était d'ailleurs avant que tu sois à ton compte, je crois. Alors ça, je m'en rappelle, j'étais stagiaire à ce moment-là. J'ai eu la chance de travailler dans un grand hôtel à Monaco. Je vais te donner une destination. Donc je travaille dans ce magnifique hôtel, je suis stagiaire. Puis alors on voit ces deux hommes arriver, plutôt profil russe, qui arrivent. Et puis je vois arriver au loin de l'hôtel, parce qu'on voit un peu plus loin à l'entrée. 1, 2, 3, 4, 5. Et alors là, on peut continuer. Je pense qu'il y a au moins 25 femmes qui débarquent. Entre 20 et 35. Toutes plus belles les unes que les autres. Vraiment type top modèle, escorte. Ah là, tu l'as identifié de suite, c'est escorte. Au début, on se demandait. Au début, je me suis dit, est-ce que c'est pas plutôt une équipe de sport? Est-ce que c'est pas plutôt des gens qui vont faire du mannequinat, qui vont faire un shooting photo, tourner un clip, quelque chose comme ça. Donc ils font leur check-in, puis au fur et à mesure que les choses arrivent dans l'hôtel, on a toujours de plus en plus d'informations. Donc en fait, on se rend compte qu'ils ont privatisé tout un étage. J'ai un voiturier bagagiste qui vient me voir et me dit le gars, il a laissé son sac ouvert pour monter en chambre, il n'y a que des pilules bleues dedans. Ah, de Viagra, je pense. Un sac, mais un sac entier. Donc je ne sais pas ce qu'ils avaient prévu de faire pour toute la semaine, mais je pense que ça devait être assez sportif. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a eu des plaintes clients qui venaient des étages au-dessus et en dessous en disant on est en vacances, les cris d'hommes comme de femmes, ce serait sympa que ça s'arrête. En fait, on s'est rendu compte qu'ils tournaient du porno dans l'hôtel sans autorisation, donc ils se sont fait gentiment remercier. Parce que mine de rien, on n'accepte pas tout dans le luxe. Ils sont restés combien de temps Ils ont dû faire 3 jours. 3 jours avant que ça commence à avoir des échos. Ça, c'était avant que tu sois concierge, donc c'était dans l'hôtellerie, mais en fait, c'est quoi la diff? Alors pour moi, c'est 2 métiers différents. Ce qui est marrant, c'est que dans les hôtels, pour la conciergerie, ça a toujours été pour moi une entité qui est assez séparée du reste de l'hôtel. Parce que nous, on est l'extension de l'hôtel qui offre des services dans la ville et à l'extérieur. Et interromps-moi si je dis une bêtise, mais quand tu sers les plus grandes fortunes de ce monde, ça a même un nom, je crois, c'est genre clé d'or, c'est ça? Alors, un concierge clé d'or, c'est un titre que l'on a dans notre métier, qui est un très beau titre, qui reconnaît l'excellence du service. Souvent, on voit, ils ont leurs clés de chaque côté, de part et d'autre, sur le costume, un petit peu comme Monsieur Gustave au The Grand Budapest Hotel. Ouais, donc c'est souvent une clé pour l'hôtel, une clé pour la ville. Et c'est là où, encore une fois, on parle d'extension en termes de service et expérience. Mais du coup, toi, même si tu fais un travail qui est similaire aujourd'hui, tu n'as pas officiellement le titre parce que tu n'es pas rattaché à un hôtel en particulier, c'est parce que tu es indépendant, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Et puisqu'on est en plein dans les hôtels et que j'en fais pas mal par an, c'est triste à dire, mais c'est pas rare que je me retrouve à mieux dormir chez moi que dans ces établissements pourtant professionnels. Ah bah, j'ai été trop bien habitué par le partenaire de cette vidéo, Emma. Emma, vous les connaissez. C'est une marque experte du sommeil, surtout connue pour ses matelas, dont celui sur lequel je suis assis en ce moment même, l'Hybride 2, meilleur matelas testé en France en 2023, mais aussi les oreillers, les nuages premium et les nuages élite. Hop, regardez-moi ça, l'oreiller est toujours frais. Ils font aussi des couettes qui conviennent pour les 4 saisons, une autre nuage, toutes lavables en machine à 60 degrés. Bref, ils font le meilleur de tout ce qu'il vous faut pour bien dormir. Ça fait quoi, 3-4 ans que j'utilise leurs produits et enfin moi je me vois pas changer. Si vous voulez essayer pour vous en convaincre, ils proposent 100 nuits d'essai, c'est plus de 3 mois et la livraison et le retour sont gratuits. Et si vous êtes convaincu, le matelas est garanti 10 ans et payable en 3 ou 4 fois sans frais. Enfin, là on arrive en pleine période du Black Friday et du 1er novembre au 4 décembre, il y a jusqu'à moins 50% sur emma.fr. Et si tu y ajoutes mon code PUESH, valable pour les 3 prochaines semaines, tu peux obtenir moins 10% supplémentaire sur tout le site. Bref, c'est maintenant qu'il faut y aller. Vous ne serez pas déçus, j'en suis à peu près certain. Et encore une fois, merci à Emma de sponsoriser cette vidéo. Je me réveille un jour, j'ai un client qui m'appelle. Je travaille actuellement dans un chalet où ce client réside avec moi-même, où j'offre un service de conciergerie et de majordome avec toute une équipe en place. On a des chauffeurs, on a des profs de ski, on a des chefs gastronomiques, on a tout. Ouais. Et on peut tout avoir.
Un matin, le client se réveille de bon matin, au petit déjeuner, il nous dit oui, ce soir, on veut une soirée japonaise, mais on veut quelque chose de grandiose. Donc, on commence à jouer sur qu'est-ce qu'on va faire avec les équipes, comment on va mettre ça en place. Donc là, on a toute la journée pour préparer donc ce repas japonais. Donc, on va chercher les nappes blanches. Mon staff m'a détesté ce jour-là pour tous les origamis que j'aurais fait plier. Il faut créer une atmosphère. On est à la montagne, on n'a rien de japonais. Peut-être un peu de neige, c'est tout. Donc, on va chercher le Lucky Cat, les bateaux sushi avec les restaurants, on met tout en place. Arrivé 19h, donc le client est censé revenir, pas de nouvelles. 19h30, pas de nouvelles. 20h, pas de nouvelles. 20h30, monsieur daigne arriver. Plus de personnes que prévu. Puis on voit que tout le monde est quand même bien éméché. Il se pose dans le salon, ça commence à commander des cocktails, des drinks. Ça part un petit peu en soirée. Par ailleurs, je me souviendrai toujours, ils avaient cette fameuse bouteille de tequila qui s'appelle Classé Azul, avec la clochette dessus. Et donc toutes les 2 minutes, ch'ting, tequila, ch'ting, tequila. Donc on sait que la soirée va monter en puissance déjà rien que par le bruit de la clochette parce qu'on sait que c'est shooter sur shooter. Les clients sont déjà rincés, 21h30, ils sont toujours pas à table. La soirée continue, ils mangent, on se retrouve dans le salon. Donc je suspecte qu'il y a peut-être un peu de drogue qui est impliquée, beaucoup d'alcool, des femmes qui sont là, je ne sais pas si elles sont là de leur plein gré ou si c'est rémunéré. Et là, je me retrouve à discuter un petit peu avec le client. Bon, je vois qu'il est quand même bien attaqué. Je parle avec lui, puis je respire et là, je sens une effluve. Une effluve de quoi? Je vous fais pas de dessin. Donc je me dis, bon, le client a pété. Et je le vois qui me regarde bizarre. Et là, je me dis, merde. Et là, en fait, c'est vraiment le cas de le dire. Son chien était en train de chier sur mes pompes. Et c'est les pompes que je porte actuellement ici. Ah ouais? Que ça fait 10 ans que j'ai, qui m'ont été offertes par mon père. Et là, en fait, je regarde le client. Je regarde mes chaussures, je regarde et là il me regarde, il fait so what? Et je fais I'm gonna go clean my shoes, thank you. Ouais, tu peux pas rentrer dedans quoi. On peut pas rentrer dedans. On peut pas rentrer dedans. C'est encore une fois notre arme, c'est de pouvoir dire merci. Et là, c'est de la poker face. Et je l'ai lavé et puis pas de souci. La soirée continue, Donc musique à fond, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Le chalet, il doit faire 950 mètres carrés. Ils embêteront personne. Hein. C'est du triple vitrage partout, il n'y a pas de souci. Je renvoie mon personnel à la maison. Je vais me coucher très fatigué, 2h du matin, parce qu'en général, c'est des journées de entre 12 et 16h en fonction de la difficulté des personnes. 3h30 du matin. 4h, je reçois un coup de téléphone. Je me réveille, je suis complètement déboussolé. Le client m'appelle et me dit « Pierre, on n'arrive pas à couper la musique, il faut éteindre la musique. » Je suis pas loin, en voiture, je suis à 5 minutes. Okay. C'est un peu plus haut. Sauf que je descends, je m'habille, je mets mon costume. Autant te dire que j'ouvre la porte, je me prends 70 cm de neige, j'avais jamais vu autant de neige, sur les genoux. Et là, je fais mauvaise tenue. Je remonte. Et à 4h du mat', on met les petites pots de phoque et c'est parti, on monte. Pendant 45 minutes pour arriver au chalet. Du coup, je suis arrivé, le client il se tape une barre de fou, il adore. J'arrive, j'arrache tous les câbles. Je dis on verra bien combien ça coûte demain, mais c'est bon. Et là, le client, lui, ça le dérange pas, il s'en fout. Ah bah lui, de toute façon, il est en roue libre totale, il s'en fout complet. Lui, ce qu'il veut, c'est que la musique soit coupée et dormir. Et donc, je retourne le lendemain à 6h et j'ai réussi à régler le problème sans dégâts, mais encore une belle journée. Là, tu parlais du fait qu'il s'en fout, que tu casses tout, même si ça coûte genre ultra cher. Mais du coup, est-ce que ça t'arrive d'avoir des clients qui te disent le budget, je m'en fous complet? Oui, totalement, oui. Mais bon, attention, parce qu'on dit on s'en fout. Mais moi, si vous me laissez partir en roue libre, qu'on prend tout le Nec Plus Ultra, donc parce que je pars avec le chef, qu'on prend les meilleurs produits de n'importe où du monde, ça peut monter à des prix complètement mirobolants. Parce que là, on va acheter du Romanée Conti, on va acheter des Petrus 1880, un Émilie Zémé, etc. Et donc là, je peux vous assurer que j'ai déjà vu des factures de une semaine à 80 000 € juste en food and beverage. Et là, les clients, ça passe quoi, ils te disent bon, bah ok. Oui, bah ok, ouais. Mais moi, j'ai tendance à tout revérifier, envoyer tous les devis en disant c'est bon pour vous, c'est bon pour vous. Il va me dire Pierre, t'es pénible à la fin de la semaine. Mais alors, il y a une chose qui est très importante en conciergerie, il faut toujours se protéger. Oui, bah oui, parce qu'à la fin, si jamais il se retourne contre toi, pour le coup, la puissance des personnes avec qui tu travailles, c'est pas la même quoi. Mais encore une fois, 6 pieds sous terre. D'ailleurs, je crois que tu as une anecdote justement sur un client un peu chelou, non? En effet, ouais, je me souviens d'une situation pareille où en fait on a 2 personnes qui arrivent dans un premier temps et on n'a vraiment aucune information. Déjà même le paiement n'était pas vraiment passé, donc c'était assez compliqué parce que la société déjà m'a sollicité pour aller réclamer le paiement. Je rencontre ces 2 personnes qui sont vraiment pour le coup poker face, qui dégagent aucune émotion, ils font très froid, regard très noir, ils parlent très peu, donc c'est assez compliqué déjà pour entamer la conversation parce qu'on discute avec eux, on n'a pas beaucoup de réponses et puis on se demande où est-ce qu'on a mis les pieds, qu'est-ce qui va se passer. Tu sais d'où ils viennent? C'est des Kazakhs. Okay. C'est des Kazakhs, ça je peux vous le dire. Okay.
Donc on arrive dans le chalet pour la visite avec ces 2 personnes afin de sécuriser le chalet. J'ai quand même droit à une petite fouille, quelques petites questions. Eux, ils fouillent bien évidemment tout le chalet. La tension monte un petit peu déjà parce que je parle de paiement, etc. Donc déjà, ça me met dans une situation que je n'aime pas du tout parce que je parle d'argent avec mes clients avant même de leur avoir offert un service. On fait le tour du chalet, ils me disent très bien, je vois qu'ils regardent partout. Vraiment de consensueux sur la sécurité en fait, du lieu, du chalet. Et donc, je leur dis, mais c'est pas vous le client final? Ils me font non. Et je dis, mais est-ce que je peux avoir le nom du client? Est-ce que je peux savoir qui c'est? Et là, j'ai une réponse du type You don't want to know, you don't need to know. Et là, c'est vrai que déjà dans un premier temps, on pense à soi, mais on pense aussi à son équipe. Donc la pression, elle monte un petit peu. On a une petite transpiration qui monte. On se dit, mais où est-ce que je suis tombé? Qu'est-ce que ça va être encore cette semaine? Toi, quand ils te disent t'as pas besoin de savoir, ça t'inspire quoi? Mafia Ah oui, mafia et politique. Pour ouais. moi, mafia et politique. Je sais qu'en l'occurrence, quand ils sont arrivés, j'ai jamais su le nom du client. J'ai travaillé peut-être 95 heures dans la semaine dans un climat vraiment particulier. Vraiment particulier. Là, il n'y avait que 2 Golgoth et après, le lendemain, ils sont arrivés, ils étaient 6 ou 7. Je pense qu'il y avait au moins 4 personnes de plus de la sécurité et 2-3 nanas et 1 ou 2 copains en plus peut-être. Et le client à ce moment-là? Et le client. Donc déjà, on suspecte que là, déjà quand le client est là, il y a quelqu'un qui est armé. Moi, j'ai jamais trop su, mais bon, on n'est pas fou. Hein. On voit, comme nous portant un micro, on voit qu'il y a des formes. Bien. Toi, dans ton expérience, ça arrive combien de fois ou est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que ça te vient en tête d'avoir des gars qui assument qu'ils sont armés et qu'ils seront armés et que c'est comme ça, va falloir faire avec? Alors oui, j'ai travaillé dans des endroits où oui, on est amené à bosser avec des personnes qui sont liées à beaucoup de protocoles en fait. Moi j'ai suivi des ambassadeurs et donc oui, il y a des armes. Mais là on se sent pas... Et en plus de ça, il y avait un champion de karaté international qui était là, qui n'a pas une très bonne réputation. Qui n'a pas fait que du karaté, je pense. Donc là, la semaine, elle se déroule, c'est sympa. Le matin, tu arrives au petit déjeuner, tu entends le client faire ses petites choses avec des femmes. Ils sont dans la démesure totale, on fait des quantités de nourriture monstrueuses, il y a un gâchis qui est phénoménal. Bon, heureusement que moi, je suis plutôt parti de redonner au staff et autres, mais ce n'est pas toujours le cas dans certaines sociétés. Et la semaine a évolué comme ça sur 90 heures avec beaucoup de stress. Le client est parti d'ailleurs un jour avant. Ils étaient un peu plus détendus, mais ça reste quand même bizarre hein, comme relation, comme un échange avec ces gens. C'est très particulier. Et tu as fini par savoir, toi personnellement, qui était le gars? J'ai jamais su. Et j'ai jamais fait de recherche parce que j'ai pas envie de savoir. Eux, ils étaient louches, du coup ça me fait penser, est-ce qu'il y a des fois où quand des demandes sont trop, même légalement parlant, tu as le droit de dire là ça va pas être possible quoi? Mais dans notre métier on fait que des choses légales nous. On a le droit de dire non et moi je pense que c'est important de le faire pour des questions d'éthique, des questions de bien-être et de santé mentale aussi et de respect. Moi j'ai eu des demandes de certains clients qui font que je ne travaillerai plus avec eux. Okay. Voilà, sans rentrer dans les détails. Ok, on passe à la dernière anecdote. C'est un de mes clients que j'aime beaucoup. Et pour donner une idée, ce client, donc, en général, il loue toujours 2 villas. Une villa pour la famille et une villa pour lui. Et puis, il faut imaginer une montagne entre les deux. Et puis, lui, il passe d'un hélipad ou d'un jardin à l'autre. Ah bah, vu qu'il y a la crête, ça prend 2-3 heures en voiture. Mais en hélicoptère, c'est 5 minutes. Donc, je suis avec mon client dans une villa où il n'y a que moi. Ou par ailleurs, je pose mon téléphone dans une boîte noire quand je rentre. C'est un niveau là de très haut. C'est une personne qui est très connue. On est un 31 décembre. Il vient me voir le matin, la famille et les amis sont logés dans l'autre villa. Il vient me voir un matin avec des lubies, donc je ne sais pas si les lubies viennent de lui ou de la famille. Il arrive, ça commence simplement par « Ah, c'est le 31. Bon, plusieurs choses pour ce soir, Pierre. » Ça commence. On voudrait un super grand feu d'artifice. Bon, le matin pour le soir, c'est un peu chaud, mais on a réussi. C'était quand même un budget de feu d'artifice à 25 000 €. Puis il vient me voir et me dit « Bon, on va faire un décor avec le feu d'artifice. » Là, on commence à se dire « Ok, ça y est, c'est parti, qu'est-ce qui va se passer ?» Là, on sent que ça va plus s'arrêter. Donc il nous demande de faire écrire le nom de la ville où il est, à la hollywoodienne, avec les grandes lettres en bois, etc. et faire le feu d'artifice autour de ça. Pas de panique, on appelle tous les charpentiers, tous les menuisiers de la ville. Et je lui dis « Écoute, est-ce que tu peux me faire 5 lettres et me faire ça dans la journée ?» Et il me dit non mais moi c'est le 31 et tout. Je lui dis je m'en fous, ça coûte combien? Donc on réussit en faisant un petit peu, en rajoutant un petit peu de beurre, on va dire entre guillemets, pour que la personne fasse la presta. Donc voilà, 15 heures, les lettres c'est à peu près en place, le feu d'artifice c'est à peu près en place.
on va pouvoir se concentrer sur le dîner, préparer la soirée. Eh ben non, parce que c'est pas marrant en fait. Il revient me voir et me fait, je veux un piano à queue. On regarde la villa, on regarde les accès, c'est sympa. Il n'y a pas la place pour le rentrer derrière. Non, 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 puis même il y a un escalier à monter, même s'il y avait la place, on peut pas porter 500 kilos. Donc, on voit que le piano ne peut pas rentrer. 17h, 17h30. Eh bien, à 18h30, il fallait faire venir une grue pour pouvoir faire monter directement par la terrasse et faire rouler dans la villa. La grue arrive pour le piano, et donc simplement, on élève le piano, on le met en place, le pianiste arrive, on commence le dîner. Et là, j'ai une petite anecdote qui est assez drôle. Il regarde le discours de son président sur son téléphone. Par ailleurs, je me souviens, il y a un membre de la famille qui était une pièce rapportée qui n'arrête pas de parler. Et là, je vois mon client qui commence à s'agacer et qui fait « You shut your fuck up » comme ça. Donc, c'est une bonne ambiance, hein. Et là, je le vois qui panique complètement, en fait, qui se rend pas compte de l'air et qui vient me voir au bar et qui fait « Pierre, il faut ouvrir le champagne tout de suite, tout de suite, tout de suite ». Donc, j'ai un bac avec que du Dom Pérignon, hein, je vous laisse vous imaginer, que du vintage, super. Je dis à mon staff, vous me les ouvrez toutes et vous me les passez. Et là, vous me voyez bouteille, 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 bouteille. Je fais péter les bouteilles, ça part dans tous les sens dans la villa. Et là, on lui donne les coupes et il me fait, c'est bien, tu l'as fait en 30 secondes. Il a remercié tout mon personnel avec une petite poignée de main. Et ça, c'était très drôle parce que les poignées de main étaient bien remplies, avec des jolis billets dedans. Et moi, il vient me voir et il fait Pierre, avec un grand sourire. Et là, il me teste. Ça, c'est un test client. Il me regarde et moi, il me donne rien. Et il veut voir ma réaction. Et donc là, poker face, je dis rien. Il laisse passer encore une semaine. Il vient me voir et il me dit t'as cru que je t'avais oublié? Et je fais mais comment ça, je comprends pas. Il ouvre ma veste et là, boum, enveloppe. Et c'est le plus beau pourboire de ma vie. Ah, parce que ça se fait les pourboires dans ce milieu-là? Ça dépend des personnes, ça dépend de quelle manière ils évaluent votre travail, mais c'est vrai que pour, disons, une semaine de travail, surtout en présentiel avec les clients, ça peut varier entre 100 € pour la semaine jusqu'à 10 000. Ok. Voilà. Encore une fois, il y a des gens qui sont un petit peu mirobolants sur certains prix ou qui ont moins de réalité là-dessus. Mais autrement, toi, en général, tu te rémunères comment? On travaille avec des frais de commission et puis on charge également pour nos services de conciergerie, bien évidemment, afin de donner accès à nos réseaux, à nos invités. Non, j'ai pas bougé. On avait terminé les 4 grosses anecdotes, mais je sentais qu'il avait plein encore de petites histoires qu'il pouvait raconter, mais qui étaient très courtes. Et donc, c'est la dernière partie de cette vidéo, plein de petits faits random qu'il a déjà vus, qui sont assez baisés. Mon client qui veut manger du fouet, le saucisson espagnol, je lui dis que c'est impossible d'en trouver dans le pays où on est. Et il dit pas de problème, tu prends le jet. Ah oui? Et on envoie un majordome chercher avec le jet privé juste de saucisson à 5 €. Ah, c'est le majordome qui est parti en jet privé chercher le saucisson? Ouais, moi je pouvais pas partir, mais oui. J'ai ça. J'en ai une autre où le mec il est tout seul, j'ouvre son frigo. Il a que des bouteilles de vin à 10 000 balles qui sont toutes ouvertes depuis des semaines dans le frigo. Ah, qui sont mortes toutes. Mortes. T'as rien sur les voitures de luxe qui traînent? Tu veux savoir quand j'en ai craché une? Non, sérieux? J'étais voituré dans un hôtel, j'étais très fatigué, je travaillais beaucoup d'heures parce que vraiment c'était l'idée de se surpasser pour prendre un maximum d'expérience. Et un soir, je suis à l'hôtel et il y a le meilleur ami du propriétaire de l'hôtel qui arrive. Je récupère la voiture du client, donc du meilleur ami du propriétaire de l'hôtel. Et je sais pas pourquoi, fatigué. C'est un parking sur 2 niveaux, tout en béton armé et avec une rampe pour passer d'un étage à l'autre. Je sais pas pourquoi, je la rentre en marche arrière et je prends la rampe. Et je me prends pour James Bond avec la voiture, bien évidemment. Donc je pars avec sur la rampe à fond. J'accélère. Et en fin de compte, non, j'ai fait hop. En arrière? Ouais, en marche arrière, ouais, dans la rampe. Pourquoi faire? Bah, je sais pas. La fatigue, l'expérience de conduire des voitures toute la journée, je sais pas. À la fin de la rampe, j'étais arrivé en haut, j'ai presque fait. J'ai arraché toute l'aile de la voiture. C'était une Porsche Special Make, préparation Tech Art et Cobra. C'était ma première expérience dans un hôtel. Okay. Voilà. On en a beaucoup rigolé, hein. Même lui au final. Ouais, mais c'est comme quoi, tu vois, à ces niveaux-là, bon, enfin, tu vois, moi demain j'ai une voiture comme ça, je me la fais atomiser, je pleure des larmes de sang. Eux, c'est un rapport à l'argent qui est ultra différent, quoi. Ils ont des assurances et je pense que c'était aussi, il y a ce rapport à l'argent certes, mais encore une fois, je pense que c'était des gens qui sont relativement sympas et que même une blague qui coûte 10 000 € parfois, ça les fait marrer. Et c'est là où on voit qu'il y a aussi de la démesure. Moi, je me souviens d'une anecdote qui m'avait marqué, je me demande si tu as déjà vu ça, dans je sais plus quel pays, où ça bouffait sushi sur des femmes qui servaient de table.
Mais ça, c'est tout à fait commun maintenant. Ah ouais? C'est tout à fait commun. Ça a été organisé il n'y a pas très longtemps, donc ça se fait beaucoup dans les soirées très contemporaines du milieu de l'art. Et donc en fait, il y avait le plateau de sushi nu, où c'est une femme nue avec des sushis partout. Et ça, donc ça existe quoi. Ça existe, et il y a des gens qui sont prêts à le faire surtout, c'est ça. Bah, et ouais. c'est très concept. Moi personnellement, avoir une femme en train de transpirer et du riz qui fait office d'éponge à des endroits qui sont pas forcément toujours les plus hygiéniques, moi je trouve ça concept quand même. Après, est-ce que pour terminer, j'y pense parce que moi, quand je pense richesse, c'est genre bateau et yacht qui me vient, tu vois. Alors moi j'ai pas beaucoup travaillé sur les yachts parce que j'ai pas les autorisations, il faut un diplôme. Moi j'avais un client qui en faisait construire un, donc il en avait déjà un d'une certaine taille et là il en faisait construire un deuxième un qui dépassait les 150 mètres. Je ne donnerai pas plus de détails. Il allait certainement faire un des plus gros au monde. Le chantier naval n'allait pas assez vite, donc lui, il a fait construire son propre chantier naval pour finir son bateau plus vite. On vit pas dans le même monde. Hein. Et la seule petite détail et anecdote que je peux te donner, que j'avais trouvé très sympa, c'est qu'il avait dit, j'étais là pendant la décoration, quand il parlait de la décoration avec donc, les différents chantiers, les ouvriers, il avait dit, pour la décoration, c'est très simple. Vous connaissez James Bond? Moi, je suis le méchant.